Les entreprises, elles ont peur plus que tout de polémiques, de scandales qui les abîmeraient leur. On est quand même dans la société de l'image, et une polémique, un scandale qui abîme votre image, vous pouvez prendre des années à le rattraper. Vous avez deux grosses bourses, la bourse classique et le Nasdaq pour les valeurs plus tech. Et pour être coté dans cette place boursière, demandez à tous les membres du board, donc des dirigeants, quelle est leur orientation sexuelle, quelle est leur couleur de peau. Bonjour Anne de Guigny. Bonjour Amaury. Vous êtes journaliste au Figaro, vous suivez particulièrement la politique économique, la macroéconomie, et donc vous avez écrit un livre aux éditions de La Cité qui s'appelle Le capitalisme woke, quand l'entreprise dit le bien et le mal. Donc le but de ce livre, en fait, c'est d'expliquer finalement que la société civile se politise, et plus précisément l'entreprise, et que donc les entreprises ne se préoccupent plus seulement de faire du chiffre d'affaires, mais aussi finalement de dire ce qui est bien, de dire ce qui est mal, et d'imposer une espèce de morale, en fait, plutôt à gauche, si l'on en croit votre livre. Ça m'a donné envie d'écrire ce livre. Voilà, je remarquais depuis quelques années ce mouvement de politisation des entreprises qu'on voit en ce moment, par exemple, très fort dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ouais. On voit que les entreprises sont toutes priées de prendre parti. Je reste en Ukraine, je sors. La société civile fait pression sur elle. Ouais. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, de voir à quel point aujourd'hui la norme n'est plus uniquement dictée par le politique, mais en effet aussi par l'entreprise. Et dans ce cadre-là, pas mal d'entreprises se sont emparées du mouvement, des valeurs woke, du mouvement woke. Et donc, du coup, on a ce sujet en France. Donc, c'est des entreprises américaines, mais qui peuvent avoir tendance à être un vecteur d'importation de la culture woke en France. Alors justement, vous avez là donné quelques éléments, mais comment on sait finalement, si on travaille dans une entreprise, comment on sait si c'est une entreprise woke, à quoi on la reconnaît? Il y a peut-être revenir à une définition du wokisme, parce qu'il y a Ouais. 1000 définitions. Et d'ailleurs, beaucoup de monde dit on ne peut pas le définir, c'est une espèce de peur des conservateurs. Non, c'est pas vrai, ça se définit très bien, à mon sens. Donc c'est un mouvement qui vient des États-Unis, qui est au départ tout à fait légitime, qui cherche à lutter contre les injustices sociales et raciales, mais qui, dans ses dernières mutations, et je trouve, pris une dimension inquiétante, dans le sens en fait où il place tout le monde sur une échelle de privilèges, et il va vous essentialiser donc, dans vos origines. Donc par exemple, au top du privilège, vous avez l'homme blanc hétérosexuel, puis après ça se décline selon les minorités. Donc vous avez des minorités de couleur de peau et d'orientation sexuelle, avec à la fois deux problèmes à mon sens. D'abord une éviction totale de la question sociale. Il n'y a plus du coup d'idée de mérite. Une entreprise, c'est justement une idée que vous avez des compétences, des mérites, vous allez pouvoir monter, et vous n'allez pas devoir être jugé selon votre privilège. Et ensuite, le sujet que justement chacun est un peu enfermé dans son origine, et on vous dénie complètement l'idée que vous pouvez transformer ses origines, quel que soit où vous êtes né, vous avez quand même les moyens de le dépasser et de monter, faire quelque chose. Et alors, juste pour revenir à ma question, alors du coup, maintenant que vous avez défini le wokisme, comment finalement on reconnaît une entreprise woke? On va donner un exemple. Par exemple, Disney est vraiment vu aux États-Unis comme. Donc, chez Disney, par exemple, vous avez vraiment des groupes affinitaires par couleur de peau. Pour les Blancs, vous avez des formations au privilège blanc pour vous apprendre à être un petit peu moins raciste et arrogant. Et les autres, vous avez un groupe pour les Afro-Américains, pour les Asiatiques et pour les Latinos. Donc ça, par exemple, si dans votre boîte, on vous propose une formation qui sont réservées à une couleur de peau, là, on peut dire que bingo, c'est woke. La subtilité, c'est qu'évidemment, les quotas ethniques, et en France, vous n'avez pas le droit de demander à quelqu'un de juger, enfin, de classer des gens selon leur couleur de peau ou leur orientation sexuelle. Ça peut être effectivement sur les questions de sexe, de religion, c'est quoi? Voilà, on voit que la culture woke arrive dans le sens où il y a une beaucoup plus grande attention aux communautés, mais enfin, aux communautés, aux minorités, il y a une forme de communautarisme, mais de façon quand même beaucoup plus soft, simplement parce que vous n'avez pas le droit de demander, voilà, de faire un groupe pour les personnes d'origine maghrébine. Vous n'avez pas le droit de demander à vos salariés quelle est leur orientation sexuelle. Il faut savoir, aujourd'hui, pour être coté au Nasdaq, Mhm. on demande à tous les membres du board. Le De- Nasdaq, Le Nasdaq, une des grosses bourses américaines, parce que Ouais. c'est là où sont toutes les valeurs de la nouvelle technologie, donc c'est une place très importante. Vous avez deux grosses bourses, la bourse classique et le Nasdaq pour les valeurs plus tech. Et pour être coté dans cette place boursière, donc pour lever des capitaux, donc c'est essentiel, c'est vraiment un lieu essentiel de la planète économie, vous demandez à tous les membres du board, donc des dirigeants, quelle est leur orientation sexuelle, quelle est leur couleur de peau, et s'ils se sentent hommes ou femmes, parce que vous pouvez évidemment, avec l'idée que c'est fluide, donc vous pouvez changer d'une année sur l'autre. Et il y a des quotas de minorités aujourd'hui.
Donc, il faut que ces conseils d'administration soient... Il faut qu'il y ait au moins une femme et au moins soit une personne qui est une minorité sexuelle, c'est-à-dire qui n'est pas hétérosexuelle. Homosexuel ou... Voilà, après vous avez 13 cases possibles, en tout cas qui n'est pas hétérosexuel et qui n'a pas une peau de couleur blanche. Donc ça, voilà, là on est vraiment dans le cœur du wokisme, dans le sens où vous allez bâtir, vous essayez de promouvoir une diversité qui est uniquement... Mais surtout, moi, la diversité, je trouve ça super. Je pense qu'une entreprise, elle a besoin de diversité d'âge, de culture, de formation, diversité sociale. Mais là, la diversité est vue dans un prisme extrêmement réducteur, qui est vraiment uniquement la couleur de peau, le sexe et l'orientation sexuelle. Alors, peut-être que... Oui, alors... En fait, dans ce livre, c'est intéressant parce que vous interrogez des patrons. D'ailleurs, il y en a que vous remerciez à la fin de ce livre. Alors justement, je me demandais comment ces patrons que vous avez interrogés, comment ils vivent cette injonction, on va dire, au wokisme pour leurs entreprises. C'est finalement cette injonction à la politique et qui plus est de gauche, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas forcément de gauche, ces patrons. Alors comment ils font, comment ils affrontent le problème? Les mouvements avancent très vite. Ouais. Donc, ce livre, je l'ai terminé je pense que je l'ai rendu à l'éditeur en août dernier. Et j'ai un chapitre où je dis, mais pour l'instant, voilà, c'est plutôt des valeurs, grosso modo, si on fait simple, des démocrates américains, des valeurs progressistes, qui sont diffusées par les grandes entreprises. Mais j'ouvre l'hypothèse que peut-être le monde qui est très, très polarisé aujourd'hui, cette polarisation va gagner le monde de l'entreprise. Et qu'il y aura aussi des grosses entreprises très conservatrices qui défendront des valeurs un peu trumpistes. Et en fait, on y est déjà. C'est ça qui est incroyable, c'est que moins d'un an plus tard, vous avez déjà toute une série d'entreprises qui ont pris complètement le contre-pied des valeurs un peu des valeurs diffusées par la big tech, des valeurs démocrates. Et en fait, aujourd'hui, et moi, franchement, je n'ai pas écrit ce livre en me disant « Ah mon Dieu, j'espère que des bonnes entreprises conservatrices vont arriver ». Non, c'est que je pense vraiment que le débat politique doit être dans la politique. Et vous avez par exemple une entreprise comme Exxon aux États-Unis qui, en réaction à tous les mois de la fierté, pour les personnes homosexuelles, a dit « Moi, je ne veux pas du drapeau arc-en-ciel devant chez moi ». Bon, c'est aussi hyper violent. Justement, comment, parce qu'il n'y a peut-être pas encore ces mouvements en France, comment les patrons finalement vivent ça et comment ils affrontent ce problème? Est-ce qu'ils se sentent obligés de devenir woke? Et s'ils ne le font pas, est-ce qu'ils sont montrés du doigt? Comment ils le... Moi, voilà, j'ai interrogé pas mal de patrons et j'ai vu personne qui était complètement convaincu, trouvé absolument génial cette matrice communautariste. Beaucoup de patrons m'ont dit au contraire qu'ils étaient très attachés au modèle universaliste français. Ils arrivent à résister, du coup? Et donc l'idée, voilà, donc ce modèle universaliste, en fait, c'est, pour faire simple, donc c'est un modèle évidemment qui date de la Révolution française et qui aujourd'hui, dans la société actuelle, est très bousculée. Mais c'est l'idée, en fait, que la diversité existe dans votre vie privée et que dans la vie publique, vous êtes un citoyen français. Voilà. Et on ne veut pas en savoir plus. Donc les patrons, sur le papier, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient très attachés à ce modèle, mais que dans la pratique de l'exercice de la direction de leur entreprise, j'ai senti qu'ils avaient un peu tendance à laisser un peu faire. En fait, ils répondent aux demandes parfois. Ils répondent avec plus ou moins d'entrain aux demandes de minorités dans l'entreprise. Voilà, ils naviguent. En fait, ils n'ont pas forcément être frontal et à s'opposer. Non, et puis ils voient pas forcément, et je les comprends, ils voient pas forcément. C'est comme ça, si quelqu'un arrive et leur dit, bah moi, je suis non-binaire, il me faut des toilettes neutres. Bon, le patron, il va être un peu étonné, et puis il dit, mais on est 10 comme ça au fond, qu'est-ce que ça lui coûte? Pas grand-chose. Il se dit, ils vont être contents, ça m'évite un problème de plus. Souvent, il y a un côté aussi, il y a beaucoup d'injonctions qui arrivent. C'est un petit côté pagaille. Et parfois, voilà, on répond au cas par cas, tranquillement. Parfois, sans toujours bien saisir que ouvrir la porte comme ça au communautarisme en entreprise peut mener, dans quelques années, à des situations vraiment très tendues et peut vraiment abîmer le corps social au sein de leur entreprise. Donc voilà, et franchement, je jette pas du tout la pierre aux patrons, c'est je pense qu'ils ont vraiment, sur leur agenda de leur journée, énormément de trucs à faire. Et au milieu de ça, arrivent des demandes un peu communautaristes, et ils sont pas toujours, selon leur sensibilité, ils sont plus ou moins avertis à ce que ça peut derrière, les dérives. Voilà, aux dérives qui peuvent arriver. Et justement, pour parler de ces dérives, donc vous expliquez finalement que le but du wokisme, c'est de favoriser certaines communautés de personnes par rapport à d'autres qui seraient moins privilégiées. Donc, est-ce que, quelque part, on peut dire qu'il y en a qui se sentent victimes de l'idéologie woke, puisqu'ils ne seraient pas forcément dans les bons groupes de personnes? Est-ce que les salariés, au-delà des patrons, est-ce que certains salariés souffrent de ça ou sont un peu victimes du wokisme? D'abord,
Oui. il faut dire que ce mouvement woke répond quand même, parce il faut pas être caricatural non plus, répond à un passif qui est que pendant quand même longtemps, c'était plus compliqué d'être une femme dans l'entreprise. Il y a eu beaucoup de discrimination des personnes homosexuelles. C'est quand même une réalité. Et moi, je pense qu'évidemment que les entreprises doivent être extrêmement vigilantes aux discriminations. Mais le wokisme, voilà, va un cran plus loin puisqu'il passe dans la discrimination positive. Voilà, c'est la question. Mais tout ça s'appuie sur un historique quand même. Il ne faut pas dire que ça arrive de nulle part. Mais c'est vrai que pour les salariés qui ne sont pas concernés, ça peut être très déstabilisant. Et moi, ça m'a beaucoup frappée en écrivant ce livre. J'ai demandé à beaucoup d'amis qui sont des cadres. Moi, j'étais en école de commerce, donc j'ai beaucoup d'amis qui sont les cadres de grandes entreprises, de m'aider, de témoigner. Et j'étais très étonnée de la frilosité. Et c'est ça qui m'a, honnêtement, peut-être le plus étonnée. D'être mal vu, c'est quoi le... D'être mal vu, d'être considéré comme pas dans le coup, d'être considéré comme ayant des valeurs trop réac, voire, mais c'est vrai que ça va très vite quand vous vous opposez à ce communautarisme, vous pouvez très vite passer pour raciste, homophobe. La caricature, elle est très vite faite. Et donc moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus surpris et un petit peu fait peur. Parce qu'en fait, on peut discuter de tout tranquillement. Et une fois de plus, il y a eu des discriminations. Parfois, pour les personnes homosexuelles, ça peut vraiment être utile d'avoir des référents. Il y a tous les cas de figure. Mais discutons simplement, discutons tranquillement. Voilà, on peut discuter de tout. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que souvent, ces sujets sont confiés aux minorités elles-mêmes, qui font un peu leur business dans leur coin, que beaucoup de gens regardent ça un peu tétanisés, n'osent pas s'en emparer, n'osent pas en parler. Et ce qui crée vraiment, souvent, une ambiance un peu tendue dans les entreprises. Et même encore aujourd'hui, je suis un peu étonnée. Donc moi, j'ai sorti ce bouquin là, il y a quelques semaines. J'ai des articles, j'ai la chance de passer chez vous. J'ai eu des bons articles dans d'autres journaux. Et je le mets sur mes propres réseaux sociaux. Et par exemple, le journal Le Monde m'a fait un article très sympathique et je l'ai mis sur mes réseaux. Et j'ai plein de copains qui me disent « Ah, j'ai vu, tu as eu un super article. T'imagines bien, j'ai pas pu liker. » Je dis, mais tu plaisantes. Que ça passe par LinkedIn et tout oui, ça. voilà, c'est LinkedIn. Et je dis, mais tu n'as pas pu liker un article du Monde sur mon livre. Là, j'avoue que ça me dépasse. Et en fait, non, vraiment, il y a cette chape de plomb. Parce qu'évidemment, le capitaliste woke, le titre est clair, c'est une critique. Mais voilà, donc c'est ça. Honnêtement, c'est peut-être pour moi le point le plus aigu du problème aujourd'hui. C'est cette crainte de s'exprimer. Ce qui explique aussi, d'ailleurs, à mon sens, la force de tribuns, un peu comme on a vu avec Éric Zemmour et compagnie. Un exemple que vous avez pris dans votre livre, et ça m'a parlé particulièrement parce que, en plus, c'est une entreprise française, une petite start-up. C'est l'exemple du slip français où il y a eu justement un exemple des salariés qui ont un peu été excommuniés finalement de l'entreprise parce qu'ils avaient franchi un tabou. Privée, en fait, ils ont. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le raconter un petit peu justement l'histoire pour nos internautes. Donc c'est une boîte assez jeune, il y a des salariés jeunes, et il y a deux jeunes gens d'une vingtaine d'années qui se sont déguisés pour une soirée entre copains, l'un sur le thème africain, je crois, l'un avec une blague, c'est-à-dire qu'il s'était grimé en noir, et l'autre avait, je crois, un déguisement de singe. Bon, de bon goût ou pas, on laisse chacun juger. Toujours est-il qu'ils se sont déguisés comme ça pour ce thème africain, et qu'ils ont eu la sottise de se filmer et de le mettre sur les réseaux sociaux. Et réseaux sociaux où ils étaient identifiés en plus, en tout cas ou un coup Google, sur bref. Compte personnel. Tu vois, c'est très facile de les faire revenir. Ils avaient un compte personnel, en tout cas avec leur nom suffisamment clairement pour qu'en un clic, on voit dans quelle entreprise ils travaillaient. Toujours est-il que le patron de cette boîte s'est retrouvé sous la pression d'activistes qui ont dit c'est une honte ce qu'ont fait vos jeunes salariés, ce sont des racistes, il faut les virer. Le droit du travail interdit bien sûr totalement. On ne peut pas pénaliser un salarié pour sa soirée du samedi soir. Enfin, pas juger du déguisement plus ou moins de bon goût, plus ou moins offensant de ses salariés. Mais il a cédé aux activistes et il les a en effet virés. Ce qui est complètement orthogonal avec notre droit du travail et ce qui ouvre en fait un autre sujet qui est la puissance des activistes. Mais là, dans ce cas présent, en plus, j'ai regardé un peu le cas. Les personnes qui l'ont mis sous pression, c'était des comptes assez modestes. Il n'allait pas voir ses ventes s'effondrer. Évidemment, il y a toujours un peu une menace de boycott derrière. Dans ce cas précis, il aurait dû résister, vraiment, sa boîte. Mais il y a eu un peu une panique, parce qu'évidemment, les entreprises, elles ont peur plus que tout de polémiques, de scandales qui les abîmeraient leur image. On est quand même dans la société de l'image. Et une polémique, un scandale qui abîme votre image,
Vous pouvez prendre des années à le rattraper. D'entreprises françaises qui auraient vécu des espèces de polémiques pareilles, où le wokisme se serait manifesté, disons, de manière un peu brutale et aurait... Un très grand groupe, Sanofi, par exemple, en présentant ses résultats, donc voilà, un des plus grands groupes français, dans ses premières slides, communiquait sur le quota de nombre de salariés noirs aux États-Unis. Et donc, voilà, c'était une conférence de Paris, mais mondiale pour les journalistes et les analystes. Et aujourd'hui, c'est vu comme un actif financier d'avoir un certain nombre, d'avoir une diversité raciale. Et c'est vrai que là, on se dit, là, on est quand même rentré dans autre chose. C'est quand même des champions français. Oui, c'est français. Quoi. Donc ça, c'est vraiment assez frappant. Ouais. Vous avez après comment arrive assez fortement les demandes de mettre son pronom, vous savez, dans les signatures. Ça, c'est en respect des personnes transgenres qui auraient pu changer. Voilà, Amaury, vous avez l'air d'un garçon, mais moi, prudence. Donc ça me rassurait que vous me donniez votre pronom, pardon, le prénom je l'ai, votre pronom pour ne pas faire d'impair. Et voilà. Et l'idée, c'est pareil. On peut se dire, pourquoi pas, je rajoute elle sur ma signature, ça ne mal à personne. Et si ça peut éviter, mais au fond, c'est quand même, on est en pleine absurdie parce que les questions, c'est des questions des DRH qui arrivent de temps en temps, qu'une personne change de sexe, ça arrive, c'est des cas complexes, faire attention évidemment aux personnes, mais c'est quand même extrêmement minoritaire. Est-ce que tout le monde du travail doit afficher son pronom pour ces quelques cas et en plus, moi, j'ai parlé des DRH qui ont suivi des changements de sexe comme ça. Si c'est bien fait, ça se passe bien. Enfin, il faut un peu communiquer auprès des salariés, évidemment, et tout ça. Mais bon, est-ce qu'il y a besoin que tout le monde se convertisse au pronom? Je ne crois pas, vraiment. Est-ce qu'au fond, il y a un moyen de résister? Alors, vous parlez de ces patrons qui, finalement, ne veulent pas forcément faire de vagues. Mais est-ce que ce n'est pas gagné d'avance? Même si derrière, il y a une réaction, parce que des gens, on va dire, conservateurs vont avoir une réaction qui est classique, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas le sens de l'histoire, cette politisation de l'entreprise, ce wokisme? C'est possible. Là, on est obligé de prendre un petit peu de recul, qui est que on a longtemps cru. Enfin, il y a beaucoup de libéraux, les libéraux un peu des années Prosper, Friedman, Raymond Aron, pensaient que démocratie et capitalisme marchaient pas à pas en se fortifiant l'un l'autre. Et là, on arrive, il y a un autre grand libéral, qui est Friedrich Hayek, qui était beaucoup plus sombre et qui disait non, ils vont se heurter. Et en ce moment, j'ai quand même l'impression que c'est plutôt Hayek qui avait raison, parce qu'on voit dans le cadre de la mondialisation, oui, que le libéralisme et la démocratie, à un moment donné, ils rentrent dans une espèce de tension assez forte, et que l'entreprise, du coup, vient heurter la démocratie, parce que tout ça, évidemment, derrière, il y a des problèmes de souveraineté. Si, grosso modo, c'est Sanofi qui nous impose, qui apporte la culture du wokisme américain en France, Sanofi, ils poursuivent leurs propres objectifs, il ne faut pas leur en vouloir, leur marché américain, ils s'adaptent, mais il y a quand même une grande question de souveraineté derrière. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que finalement, les entreprises, en imposant une idéologie autonome, en quelque sorte, imposent finalement à un pays une certaine politique, une façon de penser qui n'est pas adoptée par les citoyens et votée par la politique. Moi, je crois que l'intérêt général doit sortir du Parlement. Et c'est compliqué. Par exemple, vous avez un autre exemple qui n'est pas tout à fait woke, mais qui est très politique. Vous avez beaucoup de boîtes du CAC 40 qui ont officiellement des congés GPA, par exemple. Ça, c'est un autre exemple. Et ça, c'est un sujet politique extrêmement sensible, très contemporain, à l'évolution des liens de filiation, de la famille. Moi, je pense que c'est vraiment un sujet très sensible qui arrivera sans doute au Parlement, mais il faut que le débat ait lieu à la sphère politique. Ce n'est pas aux entreprises de décider qu'en effet, je comprends bien, au cas par cas, c'est compliqué. Quelqu'un qui fait une GPA, on ne va pas lui dire reviens le lendemain avec ton bébé qui a 2 jours. Fine, évidemment. Mais de là à communiquer, revendiquer en disant nous préemptons la loi, nous faisons un congé GPA, il y a un problème de souveraineté, à mon sens. Un jour, nous aurons un débat sans doute sur ce sujet au Parlement en France, mais le débat peut pas être amené par les entreprises qui le font simplement parce que c'est ce que demandent les Américains et que pour eux, c'est plus simple de s'adapter au niveau. Là, on touche vraiment aux limites de l'exercice. Donc voilà, sens de l'histoire ou pas, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans la mondialisation, avec des groupes mondiaux plus puissants que les États, c'est sûr que là, on est dans un moment de tension, c'est évident. Après, je pense qu'il y a des réponses, que les boîtes ont des leviers. Déjà, elles ont, quand même en 2022, moi, je parlais avec un DRH qui me disait, ah oui, mais le troisième sexe, donc le sexe neutre, existe en Australie. Donc, on va passer tous nos logiciels RH avec 3 sexes. On va dire, attendez, à mon avis, vous pouvez quand même faire une petite adaptation. En France, c'était un très grand groupe. Évidemment, ça a un côté plus simple de mettre le bouton pour tout le monde, d'uniformiser.
Mais je pense que c'est quand même possible de faire ce petit effort, de rester, par exemple, dans les pays comme la France, où il y a encore deux sexes, de le faire, et de pas... Donc, les boîtes, elles ont quand même déjà des leviers, elles ne sont pas obligées de complètement uniformiser leur politique. Et ensuite, par contre, je pense qu'il y a intéressant, c'est elles doivent aussi répondre à cette attente de sens très fort qui émane de la société civile, mais à mon sens, en faisant très attention de préserver le cadre démocratique et en France, le modèle universaliste. Mais par contre, c'est sûr qu'on attend beaucoup plus qu'eux, beaucoup plus aujourd'hui d'elles, les entreprises. Il faut qu'elles y répondent. Et après, toutes ces questions d'entreprise à mission sont intéressantes, hein. Mais pour moi, il faut qu'il y ait que ce soit vraiment coordonné, qu'il y ait un vrai alignement entre l'objet social et pareil, et l'objet social et ce que l'entreprise va faire en plus pour la société. Heu, voilà, si on caricature un petit peu, par exemple, Coca-Cola, on sera plus intéressé à ce qu'il fasse des programmes contre l'obésité plutôt que des formations sur le privilège blanc. Oui. Évidemment, ça Bah, coûte beaucoup rien à moins voir. cher de faire des formations sur le privilège blanc Mmh. et ça fait plaisir, c'est facile. Mais voilà, s'ils ont envie de faire un truc pour l'humanité, à mon avis, voilà, la première solution me semble plus cohérente. Pourquoi est-ce ces entreprises vont toujours plutôt prendre le pli, par exemple, de ce qui se fait aux États-Unis ou en Australie? Est-ce que c'est parce que finalement ça vient des États-Unis qui est une puissance économique? Enfin, pourquoi est-ce que, vous voyez, cette politisation se fait au profit de la gauche, entre guillemets, ou du pôle un peu. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, émerge un pôle droite, Ouais. donc là, ça bouge absolument tout le temps, hein, donc il Qui faut... arrive à s'imposer vraiment? Bah, qui arrive, ouais, il y a des Ouais. entreprises, toute la sphère un peu trumpiste, qui commence à déteindre sur quelques grosses entreprises D'accord. industrielles, donc ça bouge très vite. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est bon, bah, voilà, il y a les États-Unis sont une puissance culturelle très forte, non, c'est sûr qu'ils dictent beaucoup de choses, mais le combat, il est loin d'être perdu, hein. L'Europe, les politiques, ils ont complètement conscience de ce mouvement et en ce moment est débattue à Bruxelles une directive, ça paraît très technique, mais c'est très Ouais. important, sur le reporting extra-financier et justement l'idée enfin en France et en Europe, notamment par les Allemands, on a un très grand patrimoine, une grande culture justement de l'entreprise sociale, qui ne s'intéresse pas qu'au profit, qui est impliquée dans la société. On n'a pas à rougir de notre histoire européenne sur ce sujet, hein. Il y a toujours eu l'ordolibéralisme allemand, c'est vraiment ça, la cogestion. Nous, on a toute la culture du paternalisme. En Europe du Nord, il y a toute l'économie sociale. Donc bref, en ce moment, et c'est très intéressant, on va voir ce que ça donne, il y a une réflexion au niveau de Bruxelles Mmh. pour essayer de définir justement qu'est-ce que serait juridiquement, qu'est-ce que doit être donc le reporting extra-financier, c'est-à-dire les obligations au-delà justement du cadre purement comptable, et avec bien l'idée de ne pas se faire imposer le modèle américain. Et si on reste et voilà, et si on caricature bien, bah, le modèle américain, ça va être un peu: faites un peu de sociétal, grosso modo, vous avez vos toilettes neutres et après le social, Ouais. vous virez les gens comme vous voulez. D'accord. Tout le modèle européen, c'est un modèle beaucoup plus social et de surtout pas abandonner toute cette tradition qui est quand même là-dessus enfin, qui est quand même très important pour nos sociétés. Pour balancer tout ça, pour prendre juste un petit peu de sociétal et le remplacer, bah, ce serait vraiment dramatique, je pense, Mmh. pour le continent et pour le pays. Quelque part, en fait, ça s'est imposé dans la société très vite, finalement, par les entreprises, ce wokisme, et le politique est un peu en retard et essaie de rattraper le coup. Il y a une réflexion en tout cas. On peut pas Mmh. dire que tout le monde est là, les bras ballants, à tout accepter. Il y a des entreprises après qui sont très proactives. Voilà, une entreprise comme par exemple L'Oréal est vraiment sur ces sujets, ils l'assument beaucoup plus et ils ont le droit, hein, chacun. Il y a des entreprises qui sont, enfin, en tout cas, il y a une réflexion. On peut pas, voilà, en France spécifiquement, il y a une réflexion très forte sur ces sujets. Moins sans doute, évidemment, et moins dans les autres pays européens, parce que nous, une fois de plus, nous avons ce cadre universaliste qui fait qu'à un moment donné, c'est quand même très orthogonal. Mais donc en France, il y a beaucoup de réflexions et c'était tout l'enjeu d'ailleurs de cette directive européenne d'arriver un peu à imposer ça. On va voir comment ça sort, hein. Pour Mmh. l'instant, donc l'affaire, elle n'est pas perdue. C'est vraiment en ce moment qu'il y a du débat. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je voulais sortir ce livre. C'est vraiment important d'en parler en ce moment et que tous les patrons réfléchissent bien, voilà ce qu'ils font, voilà ce que chaque petite décision peut impliquer pour plus tard et Mmh. implique surtout pour la communauté nationale et en sens plus large. Est-ce que finalement, le wokisme était, était dans l'ADN du capitalisme? Je ne sais pas si c'est pas Marx qui a dit on pendra les capitalistes avec la corde qu'ils auront vendue, ou si c'est juste une tendance du moment sur lequel finalement le capitalisme surfe pour se faire bien voir et pour vendre des produits, quoi, finalement. Enfin, Non, les moi je entreprises. crois pas que les entreprises, elles sont dans la société. Ouais. Je pense que le wokisme, c'est une émanation des grandes difficultés que connaît la société américaine. Voilà, et comme c'est rappelé l'histoire des États-Unis,
les droits civiques, c'est les années 60. C'est surtout, il y a la ségrégation existait jusqu'à il y a quelques dizaines. Donc voilà, il y a on ne va pas faire l'histoire de la société américaine, mais qui est une histoire voilà, extrêmement très différente de la nôtre. Il y a eu la ségrégation jusqu'à il y a très récemment. Je pense que le wokisme répond à cette histoire particulière. Il répond fermement. Mais voilà. Et en même temps, leur histoire est vraiment c'est assez saisissant aussi. Et donc, le capitalisme digère tout. Donc, il s'en empare. Mais non, mais je ne crois pas du tout que dès le 19e, on pouvait penser. Et comme le capitalisme est mondial aujourd'hui. D'opportunisme, finalement. Et après, il faut bien voir que ces valeurs arrivent en Europe. Terrain un peu plus meuble, mais évidemment, en Chine, dans les pays, en Arabie Saoudite, dans les pays musulmans, en Russie, il n'y a pas de valeur woke. Là, les entreprises, elles ont bien compris que là, pour le coup, elles s'adaptent à la culture locale. Donc c'est propre à l'Occident, finalement. Oui, voilà. D'accord. C'est pas... Non, l'entreprise, en Chine, elle sait très bien si elle veut vendre ses produits. La Russie, vous en avez un peu parlé au début, vous parliez de l'Ukraine, et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que, finalement, au-delà de la réponse de l'État ou des États européens face à la guerre en Ukraine, on demande aux entreprises de s'engager et parfois de fermer leur succursale en Russie, alors que rien ne les y oblige, finalement. On leur demande un peu d'avoir un devoir moral. Comment s'en sortent un peu les entreprises Comment vous voyez ça, vous ? Je pense déjà que c'est symptomatique d'une bascule qui est en train d'opérer. On est en train de sortir d'une société du droit pour aller vers une société de la morale. Et donc, c'est très impressionnant parce que quand même l'État a décidé de sanctions contre la Russie, tout à fait légitime. Et tout le monde attend que les entreprises aillent bien au-delà du droit, bien au-delà de ces sanctions. Et quelque part, c'est très étonnant sur les histoires d'embargo, d'hydrocarbures. On demande un peu à Total d'assumer l'embargo et sans que l'État français, eux, ait pris la décision. Le patron de Total ne peut pas prendre ces décisions de chef d'État. Ce n'est pas à lui de prendre ces décisions. Et c'est après. La semaine dernière, c'est impressionnant. Vous aviez en une du FT, du Financial Times, ce que pense le patron de Volkswagen, pour le coup, de ce que l'Europe doit faire en Russie. Et c'était la une. Et lui, voilà, il pense plutôt qu'il faut arrêter tout ça. Et c'est vrai que ce conflit est très impressionnant. On observe vraiment une bascule. Un jour, vous avez un chef d'État, le lendemain, le patron d'une grosse boîte qui vous dit que faire, comment sortir du conflit. Et puis réagissent alors ces patrons, parce que qu'est-ce qu'il a fait finalement, le patron de Total, il a cédé ou pas alors? Le patron de Total, il a dit qu'il a fait un embargo pour l'instant il a dit qu'il fait l'embargo sur le pétrole, pas sur le gaz. Il dit qu'il n'a pas encore les solutions. Il propose, il fait de son mieux. Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup Anne de Guigny en tous les cas pour cet entretien. Merci Maurice.